Aujourd'hui, c'est la nouvelle année. C'est aussi l'anniversaire de ma mamie, mais bonne année et joyeux anniversaire ma grand-mère. C'est l'occasion de faire un petit bilan. J'ai plus envie de faire des bilans que de prendre des résolutions parce que finalement mon rythme hebdomadaire, il me va assez bien. Parce que, en fait, si je n'avais pas un rythme hebdomadaire, je ne ferais pas de vidéos aussi souvent. Donc ça fonctionne et j'aime bien cette discipline et de ce que ça m'amène à avoir, de penser en fait toujours à quelle va être la vidéo, quel va être le sujet, comment je vais traiter ça. J'y pense, hein, c'est de l'improvisation, mais il y a quand même, voilà, comme ça. J'aime bien cette routine, et qui est une routine que je vois pour vous, mais aussi pour moi, et ça c'est quand même pas mal. Mais on m'a demandé en commentaire si je pouvais faire un bilan de mes lectures de l'année, et c'est un peu compliqué. Et en plus, la notion même de bilan, pour moi, elle est compliquée. Alors, c'est-à-dire qu'elle est compliquée parce que c'est aussi un genre littéraire. Je vais en parler uniquement dans le cas de Renan, puisque je le connais un peu. Quoi qu'on ne s'est pas tellement rencontrés. Hein. Je n'ai jamais rêvé de Renan, ça c'est marrant, et j'ai même jamais rêvé de ma thèse. Comme quoi je l'ai vécu, c'est pas plus mal. Mais Renan avait quand même une pratique que je trouve extrêmement intéressante et que je vais un peu vous expliquer rapidement. C'était celle de ce qu'on peut appeler l'examen de conscience philosophique. Et en fait, il en fait tous les 10 ans. Alors, jeune, avant de commencer à publier, on a énormément de notes de jeunesse qui sont rassemblées en notes de jeunesse, cahiers de jeunesse, et tout n'est pas édité, hein, les manuscrits sont à la BNF. Mais voilà, et moi, une partie de ma thèse a été donc. Je n'ai pas été voir les manuscrits directement, ou très peu, un peu, mais très peu, un peu plus la correspondance manuscrite, bien sûr éditée, mais dans ce qui a été édité ou transcrit, dans des thèses, dans des publications, on voit en fait un pas à pas qui est incroyable de transformation, de généalogie de son modèle de pensée qui va vers les sciences naturelles. Tout ça, c'est ma thèse, je vous gonfle pas avec ça. Mais surtout, ce qui est vraiment dingue, c'est que ça a débouché, après toute cette espèce de maturation assez lente. Et d'ailleurs, Renan parle lui-même de rumination, et ça, c'est quelque chose qui m'amuse pas mal. Mais qui fonctionne très très bien pour lui. C'est vraiment quelqu'un qui euh, pense longuement pour penser neuf. Et notamment, ça se traduit ça fait partie des choses que j'ai démontrées dans ma thèse, par une remotivation lexicale, c'est-à-dire que il reprend des termes, mais il va les charger de nouveaux sens. J'en avais un peu parlé en parlant de Racine. Chez Racine, ça passe par l'épure du vocabulaire, ce qui va lui donner plus d'éclat. Ça, c'est pas moi qui l'ai montré, évidemment. C'est Lo Spitzer dans l'effet de sourdine chez Racine. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. Et en fait, Renan, donc, ça débouche sur un livre assez énorme qui s'appelle L'avenir de la science, qui rédige autour de 47, 48, 49, qu'il sous-titre Pensée de 1848, évidemment pour le rattacher à la Révolution et à la période. Annie Petit en a fait une édition scientifique très bonne, hein, qui est, je crois, chez GF, chez Garnier-Flammarion. Très très bonne édition d'Annie Petit. Sinon, on le trouve dans d'autres éditions, on le trouve en ligne, etc. Renan ne l'a publié qu'en 1890, mais ce texte a existé et il en a été tiré de nombreux articles, etc. Enfin, c'est vraiment la matrice de sa pensée, une fois que c'est établi. Et en fait, l'avenir de la science, c'est à la fois un programme et un bilan de ce qu'il pense. Et là, aujourd'hui, c'est l'aspect bilan qui m'intéresse plus que le programme de la science. J'ai déjà parlé de l'avenir de la science dans une autre vidéo, qui est moins de succès que Jésus. C'est intéressant de voir que la science a moins de succès que Jésus chez moi. Mais Jésus est plus facile à lire, en fait. Faudra pas le lire à mes étudiantes. Hein. Et en fait, donc ça, on est autour de 48, donc 49. Il ne le publie pas, mais il l'a rédigé, et c'est un gros bouquin. Hein. Il en tire des choses. En fait, ça permet vraiment de comprendre le reste. C'est vraiment une clé. Et je me méfie beaucoup du concept de clé, mais ça marche. Dans son cas, ça marche. Mais la clé, c'est pas un concept, c'est vraiment un livre. Un gros livre, comme il dit, bien touffu, qu'il appelle mon Purana. Un Purana, c'est un pot pourri, je crois, en persan. Mais ça, c'est dans les éditions type Annie Petit, etc. Tout ça, c'est bien expliqué. Et il garde, donc là, on est presque au début des années 50, et tous les 10 ans, alors c'est pas
d'emblée régulier, mais il a comme ça une pratique de ce bilan philosophique, de cette synthèse, et la synthèse c'est important chez Renan, qui va à la fois faire donc un bilan rétrospectif et avoir quelque chose de programmatique, c'est-à-dire que ses idées de l'avenir font partie de son bilan. Et il le fait donc avec une lettre publique à Marcellin Berthelot qui a été publiée dans la Revue des Deux Mondes en 1863. C'est intéressant parce que c'est contemporain de Jésus, de vie de Jésus. Qui s'appelle Les sciences de la nature et les sciences historiques. Alors qu'il là est vraiment sur la question des sciences, des différentes sciences, de la science et de l'avenir. Parce que pour Renan, toutes les sciences sont temporelles. Et les objets d'étude, l'atome, le vivant, etc., en gros, hein, je ne vous fais pas un commentaire de cette lettre-là, qui est très complexe, qui a été centrale pour moi, mais peuvent se classer dans un rapport au temps, c'est-à-dire par rapport à leur apparition, et tout cela amenant encore à une forme de programme scientifique. Il continue, il le fait vraiment ensuite. Alors il y a plein de petits textes, un peu bilan, mais un autre important, c'est en 80-82, alors il y a les souvenirs d'enfance et de jeunesse qui marchent bien, et ensuite à la fin de sa vie, il y a son examen de conscience philosophique. C'est très intéressant comme terme, l'examen de conscience philosophique, parce qu'un examen de conscience, c'est une pratique catholique. Sauf que, évidemment, il déchristianise, c'est-à-dire qu'il garde la pratique sans la rattacher à la foi, mais l'origine catholique est gardée, puisqu'il garde le nom, et on passe donc du catholicisme à la philosophie. La philosophie, chez Renan, c'est vraiment une espèce de métascience. C'est pas une science, mais la philosophie doit avoir pour objet toutes les sciences et permettre leurs commentaires comme leur synthèse. Donc là, on est exactement là-dedans. Et c'est un très beau texte que cet examen de conscience philosophique de Renan. Alors, je me demande si lui, c'est pas dans les années 80 et que après mais là, j'ai un bug de date parce que je n'ai pas le nez dedans en ce moment, je travaille sur autre chose. Ça, ce sont des choses que je sais. Hein. Et non, mais c'est 80-82, je crois, examen de conscience philosophique. J'ai un doute, j'ai vraiment un gros doute, je suis désolée. Et en tout cas, ça s'achève tout cela avec le volume Feuilles détachées, qui a un titre splendide, parce que ces feuilles détachées sont bien sûr celles d'un arbre qui est tombé, comme il aura perdu ses cheveux, il est vieux, il meurt en 92, mais ce détachement, c'est aussi une attitude. Et qui, là, à ce moment-là, chez Renan, se fait ironique. Et la préface, enfin l'introduction des Feuilles détachées est un monument. C'est un texte absolument superbe. Et ça fait partie des textes qui ne sont pas tellement réédités. Alors peut-être que ça, on le trouve dans Histoire et discours, l'anthologie de Lodis Reta, qui est extraordinaire. Et Lodis Reta est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, enfin, que je n'ai jamais rencontré personnellement. On a échangé un mail qui m'avait énormément touchée. Mais qui a un travail, qui est une renanienne extraordinaire, vraiment très très forte, et qui m'a été très utile, mais au-delà. C'est vraiment la Judith Schlanger de Renan, si je peux puis me permettre une comparaison de ce type. Et vraiment, c'est étonnant comme des gens comme ça qu'on n'a jamais rencontrés, dont on suit le travail, qui ne sont pas forcément connus, Judith Schlanger par exemple, mais là, Lodis Reta, avec en plus ce prénom superbe, peuvent avoir cette importance comme ça, par les livres. Et même en étant comme ça, monographique, dans de la théorie critique, enfin, c'est vraiment étonnant, et c'est vraiment très beau. Et tout cela a fait que, voilà, cette pratique du bilan, on m'a demandé un bilan des lectures, mais la question même du bilan, pour moi, elle est un peu compliquée, et elle l'est davantage quand, en fait, c'est le dernier travail que je viens d'effectuer, qu'il faut que j'envoie, qui est un bilan de mes travaux, alors de mes travaux scientifiques, et dont je ne sais pas ce qu'il va donner, qui a encore eu, pour le moment, seulement 2 lecteurs, qui sont des relecteurs, une relectrice, un relecteur, merci maman, et qui amène donc cette espèce, un bilan, on fait jamais un bilan seulement pour être dans la rétrospection. C'est pour ça que la nouvelle année, c'est un moment et de bilan et de résolution. Mais je préfère le voir vraiment comme quelque chose qui va être rétrospectif et programmatique dans le même temps. Non pas qu'il faut rédiger un manifeste à chaque nouvelle année, encore que, pourquoi pas, parce que c'est une belle pratique que celle du manifeste.
mais quelque chose se passe qui, si on fait le bilan, c'est bien pour savoir sur quel socle on se fonde. Alors si je dois faire le bilan de l'année, ou plus modestement le bilan de mes lectures, il est quand même très contrasté. Parce que, en tant que scientifique, en tant que chercheuse, on m'a demandé si je faisais aussi en commentaire, si je faisais une vidéo sur tout ce que je lisais. Évidemment que non, parce que la pratique de la lecture, quand on est en recherche, est absolument intense. Mais souvent on consulte, on ne fait pas que lire. Et quand je n'aime pas un livre qui n'est pas intéressant, que je ne le finis pas, le plus souvent je n'en parle pas. Et souvent je vous parle de livres qui sont plus anciens. Pour moi cette année ça a été une année difficile, comme pour beaucoup de gens. Je ne pense pas être la plus à plaindre, mais quand même je suis fatiguée. Je me suis endormie hier, j'ai fait le nouvel an avec mon père, on était tous les deux, et c'était une soirée très sereine où on s'est battus mutuellement au Rumicube, et c'était beau. Et on a bien mangé, et c'est important. Mais je me suis vraiment endormie très profondément à 1h du matin sur le canapé, alors que je voulais lire le roman que je suis en train de lire et dont je parlerai probablement la semaine prochaine, que j'aime vraiment beaucoup, Toilette pour femmes. Mais c'est sûr qu'en confinement, couvre-feu, je n'allais pas faire des étincelles, mais je pensais pas faire pétard mouillé non plus. Hein. Voilà. En tout cas, cette année, je l'ai dit plusieurs fois, avec le premier confinement, la grosse fatigue, le phénomène de l'après-test, ça a été une année qui a été compliquée pour la lecture. Et on va dire plus globalement pour la concentration, et ça me permet de rebondir de façon plus sérieuse sur la vidéo de la panne de lecture de Book and Chill que j'évoquais la semaine dernière, dans la dernière vidéo. C'est compliqué de se concentrer, et voilà, j'ai commencé lors du contrevent, j'y arrive pas. J'ai entamé Geoffroy de la Gannerie, c'est vrai que c'est pas très agréable à lire avant de dormir, j'en ai la moitié. J'ai pu relire des choses assez courtes, j'ai beaucoup aimé Gare aux femmes, je l'ai lu très vite. Mais en ce moment, même Hubertine Auclair m'est tombée des mains alors que c'est formidable, mais j'ai un peu tendance à jouer au Scrabble avant de dormir, et Toilette pour femmes en ce moment marche bien, alors je continue. Mais c'est très très dur en fait de trouver l'envie de lecture, non pas que je ne lise pas, mais une envie de lecture pour moi, comme il y a une pièce pour soi chez Woolf. Et il y a beaucoup de choses en ce moment que j'ai très envie de lire ou de relire, et devant lesquelles je bute pour différentes raisons, mais ça va venir. Voilà. Ça, c'est vraiment lié à une fatigue, c'est lié à une saturation de travail, et c'est lié quand même à une actualité qui n'est pas toujours facile. Bon, ça c'est comme ça. Et puis dans ma vie personnelle, je suis en couple, j'étais en couple pendant le confinement, donc la question de la lecture, elle se pose différemment là aussi. Même si j'ai quand même lu, hein, et je reste une grosse lectrice, mais je ne suis pas aussi grosse lectrice. Et c'est vraiment une des choses qui m'a beaucoup touchée et intéressée en écoutant Book and Chill, c'est que cette question de la panne de lecture montre que quelque chose ne fonctionne pas, et que il y a quelque chose qui m'a longtemps semblé vital dans la lecture, et ça a déjà été en fait un combat c'est beaucoup dire, mais une volonté ferme que de me garder des lectures personnelles. Et la chaîne m'y aide et m'y a beaucoup aidé. Et c'est en fait quand j'ai recommencé à avoir des lectures pour moi, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, que j'ai pu beaucoup plus facilement avoir une chaîne. Et on voit bien que mes lectures personnelles sont aussi souvent quand même très théoriques, hein, et pas uniquement littéraires, littéraires, on va dire fictionnelles par exemple. Donc c'est compliqué de faire un bilan des lectures de l'année, parce que finalement j'ai quand même beaucoup lu, j'ai beaucoup commencé sans finir, j'ai eu beaucoup d'envie de lecture, donc de toute façon les livres les plus marquants, j'en ai parlé en vidéo, et je vais pas faire un montage avec moi-même. Mais il y a quelque chose qui a été quand même abîmé, je crois, cette année pour la lecture, alors que j'ai fini ma thèse, donc qui était un moment d'énorme travail, en lisant énormément de Philippe K. Dick, par exemple, et de Stephen King. Ça a été un moment vraiment de grande lecture, mais qui n'entamait pas le boulot. Mais quand j'ai arrêté le boulot, c'était fini. Là, je suis dans une période où les choses sont moins nettement délimitées, et je sais que ça entrave mes lectures. Il y a eu de très belles choses cette année, hein. Pour moi, elle a vraiment commencé avec le consentement de Springora, et ça a été quelque chose de très marquant et de très important. Et on le voit avec les prix que le livre et que Vanessa Springora reçoit. On est dans une année Springora, mais ça,
on n'en mesure pas encore toutes les conséquences. Mais on est dans une année de réévaluation de l'écriture et de la lecture et des auteurs. Et là, je crois qu'on met enfin un point final à ce que Paul Bénichou a appelé pour le XIXe siècle le sacre de l'auteur. Mais ce sacre-là, il est vraiment en train de prendre fin. Et peut-être que ce serait bien d'arriver à une république réelle des lettres. Et non plus être dans cette espèce de monarchie faite de cours qui rend difficile la lecture, en fait. Enfin, moi, c'est très compliqué parce que j'ai toujours ce projet de voir tout Polanski de façon lucide. Parce que Polanski est un cinéaste qui a énormément compté pour moi, mais dont je n'ai pas vu toute la filmographie, et qui, par exemple, était un vrai cinéaste du viol. Mais qui en parle, qui le montre très clairement. C'est le réalisateur de Rosemary's Baby. C'est le réalisateur, c'est lui qui a fait une adaptation très claire de Tess d'Uberville. Et tout ça après l'affaire Samantha Gamer. Ça, c'est quand même très intéressant. Et je pense qu'il faut le prendre au sérieux dans ce qu'il fait. Et que ça n'en fait pas un mauvais cinéaste du tout. Mais ces questions-là, autant donc j'ai aussi vu très peu de films, en tout cas de films qui m'intéressaient. On a revu du Varda, on a revu Les Demoiselles de Rochefort, on a revu le Rocky Horror Picture Show, ce qui a été pour moi un film structurant, aussi étrange que cela puisse paraître. Mais il y a comme ça qu'est-ce que j'ai vu qui m'a beaucoup plu cette année? Jeannette m'avait beaucoup marqué, mais c'était l'an dernier. Il y a vraiment des films qui m'ont plu cette année. Ackerman, clairement. Je crois que c'est cette année que j'ai vu Yannick Bellon, mais j'ai un doute. Bon, après, cette année a été une année tellement étrange entre le confinement, ensuite la maladie de mon père. On y est encore. Les choses vont pas trop mal. Une vraie année d'après-thèse. Enfin, ça a été l'année de ma soutenance. Hein. Non, c'est pas l'année de ma soutenance, c'est l'année qui suit ma soutenance. Mais c'est mon année d'après-thèse, où les choses se mettent en place, mais pas à la vitesse que je voudrais. Et il y a toujours ce phénomène d'attente dont je parlais dans les confineries au premier confinement. Et finalement, j'ai pas fait de confinerie cette période, parce que on n'est pas réellement en confinement. Et moi, je suis en non-stop, en fait, entre les tâches ménagères et le travail. Donc je n'ai plus du tout les mêmes sensations. C'est ce qui me touche autant dans Toilette pour femmes. Cette attention aux gestes du quotidien, je ne m'occupe pas d'enfants. Et c'est très particulier, en fait, de s'occuper de quelqu'un qui n'est pas du tout alité, enfin, dont on pourrait ne pas voir qu'il est malade, pour le dire, voilà, qu'il y a des activités, qu'il n'a pas arrêté de travailler, mais dont la maladie structure ma vie en ce moment. Et ça, c'est quand même quelque chose qui... Voilà, prendre la place dans mes lectures, et qui fait aussi que... y a des lectures que je ne ferai pas. Par exemple, l'autre personne de mon couple a reçu l'Anomalie pour Noël, et j'avais un peu envie de le lire, et bon, quand j'ai appris qu'un personnage était malade, je n'ai pas envie de le lire. Voilà, j'ai pas envie. C'est pas le moment. Et je pensais faire une vidéo sur la maladie comme métaphore de Zontag, et je n'arrive pas à le lire en ce moment. Parce que je l'ai commencé, et c'est trop juste. C'est beaucoup trop juste. Woolf m'a permis de dire des choses, mais c'est très compliqué de vivre sans le récit en ce moment, et sans savoir de quoi mon lendemain sera fait. Alors je prépare vraiment très activement mon après-thèse, on dira j'y suis, et voilà, enfin, on va dire j'essaie de faire une carrière, c'est même pas pour de faire une carrière, mais j'essaie de me donner les moyens de faire ce que j'ai envie de faire, matériellement, parce que ça compte, et ça me permet de garder une marge d'autonomie. Ce qui veut dire que je suis revenue à une lecture de recherche, en commandant beaucoup de livres par rapport au projet de recherche que je suis en train de monter, en aussi portant un regard rétrospectif sur les lectures que j'ai faites, et qui finalement, je m'en rends compte, nourrissent ce projet et en sont à l'origine. Et en fait, je transforme des lectures que je ressentais comme volées en lectures professionnelles.
Alors que ces lectures volées, féministes, que je remettais du côté du loisir, ont été une part essentielle de ma formation intellectuelle, mais absolument majeure, parce que le féminisme, j'ai un peu de mal à l'aborder que du point de vue, on va dire, littéraire ou de la création ou artistique. Disons que pour moi, c'est le bonus. Pour moi, le féminisme, c'est d'abord une histoire de politique et une affaire intellectuelle. Et quand on a cette formation féministe, encore que ma formation ne soit pas là universitaire, elle a été faite personnellement, mais elle est travaillée, j'allais dire depuis 15 ans et le deuxième sexe, mais je me rends compte en relisant Toilette pour femmes, c'est un livre que j'ai lu en quatrième. Ça fait longtemps. Que quelque chose de majeur se passe à ce niveau-là, pour moi. Et c'est passé, et se passe encore, et c'est-à-dire que ce que permet la synthèse et le bilan, c'est justement de renouer les fils et d'en faire une tapisserie. Renan a une très belle image qui apparaît 2 fois. Kisgor a fait un très bel article dans la revue d'histoire littéraire de France sur l'image de la tapisserie. Alors, il paraîtrait que Renan a visité les Gobelins et a donc vu la manufacture des Gobelins et a donc vu cette tapisserie quand il était au séminaire dans les années 1840, première moitié, peut-être à la toute fin des années 1830, mais je crois que c'est plutôt 42 la visite des Gobelins. Et il prend cette image de la tapisserie pour parler du travail des savants, qui doivent, à l'image des moines bénédictins, alors son modèle c'est celui des bénédictins de l'abbaye de Saint-Maur, qui ont créé l'histoire littéraire de France, dont la revue d'histoire littéraire de France est un prolongement, arrivé après la mort de Renan. Et ça m'a fait une grande émotion que de publier dans la revue d'histoire littéraire de France, quand bien même elle a été fondée, me semble-t-il, en 1895, soit 3 ans après la mort de Renan, mais la même année que le cinématographe. Tout est mouvement, hein, tout est fieri. Et je crois que Renan aurait tellement aimé savoir que le mouvement pouvait être enregistré. Et la tapisserie, en fait, c'est que l'on va travailler à l'envers et que ce n'est qu'une fois le travail réalisé qu'on pourra voir l'endroit et ce qui a été fait. Et ce travail, il se fait collectivement. Ça veut dire que le modèle des pratiques cléricales, et ici particulièrement des pratiques monacales, des pratiques ouvrières, des manufactures, permettent de dire le travail des savants et de modeler la façon de travailler des savants. Et cela, même individuellement, en fait, on le voit. Et je le vois chez Renan, quand je vois les années d'auto-formation intellectuelle, qui ont pu passer même par des phases d'introspection assez avancées, hein, ou d'auto-expérimentation, avec parfois des exemples un peu amusants, hein, ont pu amener à un modèle alors, qui est très personnel et calqué pour Renan sur son individualité, en fait. Hein. Les mouvements de l'histoire, c'est un peu la façon dont lui-même pense, mais dans lequel je me retrouve complètement. Et c'est vraiment ce que me permet la pratique du bilan. Alors, tout à l'heure, je l'ai cherché, je ne l'ai pas encore retrouvé. Je sais que je reprendrai mon journal, dans lequel j'ai du mal à écrire régulièrement, dans lequel je dessine aussi. Et je ferai un bilan. Mon bilan plus personnel de cette année très étrange pour moi. Et pour beaucoup de monde, mais c'est l'étrangeté que j'ai vécue qui m'intéressera, enfin, à ce moment-là. Mais c'est ça qui m'intéresse finalement dans le bilan, et donc de savoir encore, eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de lire, et de quoi je vais parler ici, notamment dans ce qui concerne la chaîne. Je vais très probablement continuer. Tant que je peux continuer, je continue, et je ne sais pas encore ce qui fera que je ne continuerai plus, même si cela arrivera un moment, très probablement. Mais il y a comme ça, en fait, cette volonté. C'est ce que je vois dans le projet. Le projet, c'est une projection, mais qui se fonde sur une synthèse. Et c'est ça, un bilan. Et c'est l'élan en avant du projet, et clairement pas d'un projet macronien ici, mais d'une volonté, on va dire de vivre ensemble si on veut être nanien, mais de travailler ensemble, qui m'intéresse. Et que j'essaie de mener, et pour lequel j'essaie de donner quelques pistes. Je vous souhaite une très belle année, et je vous dis à bientôt.